doute remarqué, ça fait 1 mois et demi qu'on tourne sur une thématique, les extraterrestres et l'espace. C'est pour ça que nous avons invité Monsieur Hervé Cotin, professeur à l'UPEC, astrochimiste et président de l'association d'exobiologie. Il va nous parler de est-ce que la vie a-t-elle pu apparaître ailleurs que sur la Terre ? Je vous laisse entre ses mains. Il vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Très bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis très content d'être ici dans cette vraiment superbe médiathèque à Créteil ce soir. Donc, je ne suis pas venu de très loin parce que je travaille à l'UPEC. Je suis dans un laboratoire qui s'appelle le LISA, le Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Et c'est un laboratoire d'environnement. Alors, les 3/4 de mes collègues travaillent sur l'environnement terrestre, la pollution atmosphérique. C'est un gros domaine de questionnement de mes collègues, mais il y a aussi toute une partie du laboratoire à laquelle j'appartiens qui travaille sur les environnements extraterrestres. Et donc, je me considère comme astrochimiste, c'est-à-dire j'ai une formation de chimiste, mais je m'intéresse à des questions de chimie qui se posent ailleurs que sur la Terre. Et je vais vous parler de ça un petit peu. L'objectif de ce que je vais vous expliquer ce soir, ça va être plutôt d'essayer de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on approche la question de la vie extraterrestre d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire avec les règles de la science et en ayant une démarche rigoureuse qui puisse se baser sur des expériences et des démonstrations. Alors, tout au cours de cette conférence, je vais être amené à vous poser des questions. Et pour que tout le monde puisse exprimer sur ces questions, donc je vous invite à vous connecter sur ce site. Alors, pour se connecter, vous pouvez utiliser votre téléphone. Alors, comme le réseau 3G, 4G passe pas forcément très bien, vous pouvez vous connecter sur le Wi-Fi de la salle. Il y a un Wi-Fi ouvert à tous, c'est Sud-Est Avenir, sans mot de passe. Alors, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas votre téléphone avec vous, c'est pas très grave, mais ça permet un peu d'alimenter la discussion. Donc, ce que je vais faire, d'ailleurs, je vais commencer tout de suite par vous poser quelques questions. Donc, je vois là, il y a déjà une petite dizaine de personnes qui sont connectées. Donc, je vous laisse encore quelques secondes. Alors, maintenant que le QR code est un peu petit, il suffit juste que vous tapiez www.woclap, donc w2oclap.com, et après / et en majuscule BFUAQS. Et ça vous amènera sur une page qui, pour l'instant, vous dit juste d'attendre parce que rien n'est commencé. Voilà, je vous laisse encore quelques instants pour vous connecter. Et même, à la limite, oui, alors ça, vous pouvez aussi participer en envoyant des SMS avec le code @BFUAQS. Mais le mieux, c'est d'aller directement sur l'interface sur Internet. Donc, alors, pour commencer, première question. Alors, vous avez toujours l'adresse. Si en cours de route, vous voulez toujours essayer de vous connecter. Donc, première question. Alors, c'est pas à votre avis. C'est pas ce que vous pensez, ce que vous croyez, mais c'est que dit la science, à votre avis, parmi ce que vous connaissez être des choses qui ont été démontrées scientifiquement. Il y a de la vie sur Mars. Vous avez 3 possibilités. Oui, c'est certain. Non, c'est sûr. Ou 3e possibilité, on ne le sait pas. Donc, je vous demande de répondre à cette question. Donc, je vois, il y a 15 personnes connectées, il y a 11, une petite dizaine de réponses. Donc, je vais regarder, je laisse encore peut-être quelques secondes s'il y a encore des gens qui hésitent. C'est pas grave, il y a pas de, c'est anonyme, donc il n'y aura pas de jugement. Alors, voilà, il y a de la vie sur Mars. Oui, c'est certain, personne.
Non c'est sûr 42% et on ne le sait pas 58%. Alors je ne réponds rien, je vais reformuler un petit peu la question et je vais vous demander maintenant ce que vous pensez du fait qu'il y ait eu de la vie sur Mars au passé. Toujours la science, que dit-elle? Il y a eu de la vie sur Mars, oui c'est certain, non c'est sûr, ou on ne le sait pas. Ah non. Non, c'est. Je suis désolé. Peut-être, c'est on ne sait pas. Si vous voulez répondre peut-être, ça veut dire qu'on. Ben c'est ça, c'est le cas. Dans le passé, il y a eu de la vie sur Mars, justement. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont connectées en plus, donc on va regarder 13 réponses. Je laisse en voir quelques secondes. S'il y a des gens qui. Hop. Donc on va regarder. Ah. Donc cette fois-ci, vous voyez, on monte. Il y a presque un quart. Alors bon, c'est pas très nombreux, donc les statistiques sont pas forcément très poussées, mais il y en a parmi vous qui pensent que c'est certain. D'autres qui continuent à penser que c'est sûr, et on ne sait pas en grande proportion. Et maintenant, alors, petite nuance, ce que vous en pensez. Donc, ce n'est pas des faits scientifiques qui auraient été démontrés. C'est vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu de la vie sur Mars. Est-ce que vous en êtes persuadé? Ou est-ce que vous êtes persuadé que c'est impossible? Ou est-ce qu'en fait, vous n'en avez aucune idée? C'est ce qui est tout à fait votre droit. Donc je laisse encore, j'ai eu 13 réponses tout à l'heure, ça a l'air de plafonner à 13. Donc on va regarder les résultats. 14, une nouvelle, bienvenue. Et donc on retombe à peu près sur les mêmes proportions que tout à l'heure, si je veux comparer. Entre... ça change un petit peu entre ce que vous pensez que ce qui a été démontré et ce que vous pensez-vous, il y a une petite augmentation du fait que vous pensez que c'est impossible. Voilà. Et puis après, je vais parler, je vais travailler. Je commence par vous faire travailler. Ça, c'est des mauvaises habitudes de prof. On laisse tomber Mars, on inclut Mars, et cette fois-ci, on généralise. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Et à nouveau, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en êtes certain que oui? Est-ce que vous êtes persuadé que non? Ou est-ce que vous n'en savez rien? On reste à 12, 13, allez, 14. Et donc, grande proportion quand même. Alors, personne n'est sûr que non. Et une grande proportion d'entre vous qui est certain qu'il y a de la vie ailleurs, ou alors qui n'en sait rien. Alors, je vérifie, voilà, pof. Donc, on va arrêter pour l'instant et je me remets à travailler. Donc, effectivement, cette question, beaucoup de gens y pensent, y réfléchissent, ça fait rêver. Il y a énormément de littérature, de bandes dessinées, de films de science-fiction, et on est toujours plus ou moins amené de temps en temps à se poser la question de savoir si on est seul dans l'univers. Et la démarche scientifique, ça ne va pas être justement de croire ou de ne pas croire, ça va être d'essayer d'échafauder des modèles, des théories qui peuvent être testées par de l'expérience pour essayer de répondre à cette question. Et les expériences concernant la possibilité de la vie ailleurs, ce n'est pas des choses qu'on peut faire au labo et puis tourner des boutons, modifier des paramètres et faire ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois pour vérifier. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus complexes. Je vais vous parler de robots qu'on envoie sur Mars. On ne peut pas le faire tous les 4 matins.
Je vais vous parler d'autres objets du système solaire qui suscitent notre curiosité. Mais comme ce sont des expériences qui sont compliquées, coûteuses, qu'on ne peut pas répéter de multiples fois, on est obligé de partir sur quelque chose de solide. Et la vie, il y a une chose qui est solide sur laquelle on peut se baser, c'est la vie terrestre. Et donc la question de savoir si la vie est apparue ailleurs que sur la Terre, ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est qu'elle est complètement intriquée avec la question de savoir comment la vie est apparue sur la Terre. Rechercher la vie ailleurs, pour se guider dans notre démarche, on doit s'appuyer sur la question de l'apparition de la vie sur la Terre. Alors bien sûr, on laisse peut-être des pans de la question à côté, mais au moins, et vous allez voir, on a déjà du grain à moudre et on a beaucoup de choses à faire pour les années qui viennent et plusieurs générations de chercheurs. Et je commencerai juste par peut-être dresser un très bref panorama du flux d'informations. Alors on est bombardé d'informations dans tous les domaines. Et la question de la vie extraterrestre, c'est aussi quelque chose qui est qui va intéresser. Si vous êtes sur Internet, si vous voyez une news avec il y a peut-être de la vie, on a peut-être détecté de la vie, ceci, cela, les journalistes savent très bien que si le titre est bien choisi, les gens vont cliquer et ça va faire du flux sur le site. Et c'est pas seulement des journalistes qui peuvent être malveillants ou chercher à faire venir les gens sur leur site, mais même parfois au plus haut niveau et parfois même de la faute, je pense, de chercheurs. On va avoir des cas de figure, comme par exemple en septembre 2020. Alors vous voyez ici Jim Bridenstine, qui était l'administrateur de la NASA à l'époque, qui publie sur Twitter quelque chose concernant la vie sur Vénus. Il met un point d'interrogation et il ajoute la découverte de la phosphine, un produit de la biologie anaérobique, et le développement le plus significatif jusqu'à présent concernant la recherche de la vie ailleurs que sur la Terre. Donc vous avez le chef de la NASA qui dit « Ah, il y a quelque chose d'extraordinaire, on a détecté de la phosphine, c'est peut-être la découverte la plus importante qu'on ait jamais faite concernant la vie extraterrestre. » Et il réagit par rapport à un communiqué de presse de la Royal Astronomical Society, donc la société britannique, anglaise d'astronomie, qui dit « Nous avons détecté un gaz appelé la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ça pourrait pointer vers la présence de la vie dans les nuages de Vénus. » Alors, voilà, beaucoup d'excitation. Vénus, c'est la planète la plus proche de la Terre. On n'imagine pas du tout trouver de la vie sur Vénus parce que c'est un véritable enfer. La pression est énorme. La température à la surface de Vénus avoisine quasiment 500 degrés. Donc, on n'imagine pas une vie à la surface de Vénus. Et pourtant, il y a toute cette campagne de presse qui est reprise partout. Vous avez ici le New York Times qui cite ce qui est de la vie sur Vénus. Des astronomes envoient un signal dans les nuages, et puis dans la presse française. Alors, je ne veux pas taper sur... mon objectif, ce n'est pas de critiquer, mais c'est plutôt de décrypter ce qui s'est passé. Ouest France qui dit de la phosphine sur Vénus, importante découverte dans la recherche de la vie extraterrestre selon la NASA. Forcément, l'administrateur de la NASA dit que c'est important. Et puis ici, voilà, découverte d'un gaz sur Vénus, l'événement le plus important dans la recherche de la vie extraterrestre pour la NASA. Donc il y a eu, comme on dit, beaucoup de buzz. Vous en avez peut-être entendu parler, mais partout. Alors moi, bien sûr, je suis dans ce domaine, j'en ai entendu parler, mais vous ouvriez la télé, la radio, vous entendiez parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a cet article qui a été publié dans un grand journal scientifique, Nature Astronomie. On ne publie pas qui veut dans ce journal, avec une équipe de gens qui ont plutôt bonne réputation.
et voilà, la phosphine dans des nuages de Vénus. Mais alors, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire passer ça ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ici, nous rapportons la présence apparente de la phosphine. La présence apparente. Ça ne veut pas dire qu'il y en a, ça veut dire qu'apparemment, il y en a. Donc, même eux, ils ne sont pas sûrs. En tout cas, c'est ce qu'ils mettent dans le résumé de la présence de leur article. Et puis la phosphine, c'est un gaz. Ils disent que ça peut être produit par des réactions de chimie en surface, par des éclairs, par des volcans. Ils disent que la chimie de Vénus, on la connaît très très mal, mais ils disent que sur Terre, la phosphine, elle est aussi produite par des bactéries. Et donc, à ce moment-là, pourquoi pas, comme on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi pas dire que ça pourrait être aussi de la phosphine. Et que le communiqué de presse titre sur des indices de vie dans Vénus. Donc, l'angle d'attaque, pour que ça soit intéressant, parce que si vous aviez un communiqué de presse disant hey, « regardez les copains, on a peut-être détecté de la phosphine, c'est bizarre, on ne comprend pas trop d'où ça vient, mais moi j'aurais trouvé ça super intéressant. » C'est la démarche scientifique. On trouve un truc, on n'est pas sûr, on l'annonce dans la communauté scientifique pour que les autres, les copains, les concurrents aillent vérifier et essayent d'expliquer une fois que c'est vérifié. Mais là, indice, pas preuve, indice de vie dans l'atmosphère de Vénus. Et en plus, alors leurs indices, si vous regardez, alors voilà le signal des télescopes. Donc c'est quand on regarde l'atmosphère de Vénus, on va regarder la lumière qui provient de Vénus, et puis on va la décomposer sous forme d'un spectre. Alors, dans le visible, ça fait des arcs-en-ciel, le spectre de la lumière visible, mais vous pouvez faire des spectres dans le domaine infrarouge, dans le domaine UV, et voire même les ondes radio. Les ondes radio, alors on a l'habitude que les ondes radio soient associées à un son, oui, certes, mais en astronomie, en radioastronomie, c'est aussi une composante de la lumière qui est émise ou réfléchie par les planètes. Et là, vous voyez, quand on ne reçoit pas grand-chose, on reçoit ce qu'on appelle le bruit de fond. Si votre radio elle est mal réglée, vous allez entendre, c'est ça le bruit de la radio. Et puis parfois, vous allez peut-être distinguer un mot. Vous n'allez pas bien comprendre ce que c'est. Ça, c'est quand votre signal, le rapport, comme on dit techniquement dans notre jargon, le rapport signal sur bruit est vraiment mauvais. Le bruit de fond est quasiment au même niveau, voire plus fort que le signal. Et donc, leur détection, c'est de se dire, regardez, on a un signal qui est... il n'y a pas grand-chose, il y a beaucoup de bruit, mais à un endroit, on a peut-être l'impression qu'il y a quelque chose. Et ils disent, à cet endroit-là, c'est de la phosphine. Peut-être. Pourquoi ? Pourquoi peut-être ? Pourquoi ils sont obligés de dire peut-être ? Parce que quand on détecte quelque chose en spectroscopie, on ne peut jamais affirmer, surtout quelque chose d'inattendu, on ne peut jamais affirmer que cette chose est détectée à partir d'une seule bande de détection. Toutes les molécules ont une espèce d'empreinte digitale dans le spectre qui va de l'UV jusqu'aux ondes radio. Et chaque molécule va avoir des signatures, des bandes d'absorption à certains endroits. Et donc, pour dire on a détecté telle molécule, on est obligé de dire parce qu'on dit que cette molécule a été détectée parce qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose qui correspond à la phosphine. Donc on pense que c'est la phosphine, donc on va aller vérifier ailleurs où on sait que la phosphine a aussi une empreinte, et on doit trouver l'empreinte de la phosphine ailleurs. Ce n'est pas du tout ce qu'ils font. En fait, ils se sont dit, tiens, on a un truc pas terrible avec un télescope, on va regarder avec un autre télescope et on voit le même truc pas terrible. Conclusion, c'est peut-être de la phosphine. Et c'est vrai, c'est peut-être de la phosphine. Sauf que si c'est de la phosphine, en infrarouge, on devrait voir une bande ailleurs.
Et alors, est-ce qu'ils ont attendu d'aller regarder dans l'infrarouge? Non, ils ont publié. Il y a eu tout cet emballement médiatique. Et puis, quelques semaines après, forcément, ça a titillé la curiosité de tout le monde. Et il y a des gens qui sont spécialistes de Vénus dans l'infrarouge, qui ont été regarder des données et qui disent on ne voit pas. Alors, ils disent une upper limit, c'est une limite supérieure. En gros, ça veut dire qu'ils ne voient pas de phosphine. Et en fait, là, le signal que vous voyez, c'est ce qu'ils ont mesuré en orange. Ça, c'est ce qu'ils ont mesuré. Et en bleu, c'est ce qu'ils auraient dû mesurer s'il y avait vraiment de la phosphine, comme l'indiquent les collègues qui ont fait la publication, le communiqué de presse, etc. Alors, on a beaucoup entendu parler de la phase détection de la phosphine. Il y a peut-être de la vie, l'emballement médiatique. Par contre, bien sûr, le rétropédalage et la nécessité de dire non, c'est pas cohérent en tout cas avec les autres données qu'on a de Vénus. Là, ça marche pas. Et ça, la guéguerre, alors après c'est une guéguerre pacifique, mais la guéguerre dans la communauté scientifique continue sur cette histoire, et il y en a toujours qui croient à la phosphine, et il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Donc vous voyez, on n'est même pas accordé sur cette détection, qu'on a déjà parlé du fait que parmi les interprétations possibles de la présence de phosphine qui n'est même pas avérée, ça pourrait être la vie, et donc ça serait la plus grande découverte concernant la vie. Donc vous voyez, il y a un décalage, et en fait c'est un exemple parmi d'autres de choses qui sur ce domaine sont extrêmement glissantes et font qu'on va avoir un retour médiatique qui est très décalé de la réalité et de l'âpreté et de la réalité scientifique, qui fait que une fois qu'on a une observation, il faut qu'elle soit confirmée et puis interprétée de manière correcte. Plus récemment, vous avez peut-être vu, alors je ne sais pas si vous l'avez à la médiathèque, voilà, le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre. Si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avi Loeb, c'est un astrophysicien d'assez grand renom, enfin avant, qui a un certain champ de compétences et de spécialités en astronomie, en astrophysique, qui est incontestable et incontesté. Et puis, il ne travaille pas du tout sur le système solaire. Mais il se trouve que en 2016-2017, il y a un objet un petit peu étonnant qui a traversé le système solaire, qui s'apparente à une comète, à un astéroïde, mais qui a la particularité d'avoir une orbite dont on a pu prouver que cet objet n'est pas en orbite autour du Soleil, mais c'est un objet qui vient d'ailleurs et qui s'est formé probablement autour d'une autre étoile. Donc c'est un objet qu'on a vu très peu de temps, qu'on a beaucoup de mal à caractériser, et forcément, dans les trucs qu'on ne voit pas beaucoup, pour la première fois, il y a des petites données qu'on a un peu du mal à interpréter. Et donc, Avi Loeb a dit que, pour lui, certaines de ces caractéristiques s'expliquaient par le fait que c'était un objet extraterrestre, une voile solaire. Alors, étonnamment, c'est un astrophysicien qui propose des projets de mission basés sur des voiles solaires. Donc, il considère, et il a publié dans des journaux, alors pas des journaux super réputés, cette théorie, et pourquoi pas, on peut dire, tiens, c'est rigolo, l'objet, si on dit que c'est une voile solaire, ça colle à peu près. Mais dans la communauté scientifique, il y a plein d'autres interprétations qui sont parfaitement naturelles. Et donc, Avi Loeb a écrit ce livre, donc, qui n'est pas soumis à une expertise, à une contre-expertise scientifique, c'est juste son éditeur. Et ce qui a été, j'ai l'impression, rudement bien joué de l'éditeur, c'est qu'ils n'en ont pas fait la promo dans Ciel et Espace ou dans les magazines scientifiques. En tout cas en France, ils ont réussi à avoir une très longue interview dans Télérama. Que je critique pas Télérama, mais c'est un journal culturel et c'est pas un journal scientifique. Et donc ils interviewent Avi Loeb qui peut s'épancher, dire que tout le monde qui est pas d'accord avec lui, ce sont des gens qui sont fermés, ternes,
terne et triste que lui a raison, et ça fait la une de beaucoup de presse. Ça, c'était en 2021. Sauf que dans la communauté scientifique des gens qui travaillent sur les petits corps dans le système solaire, alors tout le monde est passionné par cet objet. Je peux vous garantir que, surtout ma génération, on a été biberonné à la science-fiction. Et donc, si on avait la moindre chance de trouver un vaisseau extraterrestre, on ne serait pas le cacher sous le tapis. C'est juste que non, c'est un objet qui est super intéressant. Mais il n'y a pas le moindre planétologue spécialiste de ces objets qui va imaginer que ça puisse être un objet extraterrestre. Et d'ailleurs, il y a une équipe internationale qui a publié, à nouveau Nature Astronomy, un bon journal, qui justement écrit l'histoire naturelle de cet objet qui s'appelle Oumuamua, en disant que c'est un objet qui est parfaitement naturel. Bon, alors après, vous pouvez toujours trouver ce livre. C'est plus un livre de science-fiction que de science. Donc on baigne dans ce flux médiatique et il y aura des nouvelles occurrences de situations similaires. Donc comme je vous le disais, répondre à la question « La vie a-t-elle pu apparaître ailleurs que sur la Terre ?» Justement, l'un des points de départ, si on ne veut pas justement se dire « Tiens, il y a un truc bizarre, il n'y a qu'à dire que c'est la vie », c'est savoir comment elle est apparue sur la Terre. Et c'est loin d'être évident, parce que ça s'est passé il y a très longtemps, et ça requiert des expertises qui sont très différentes. Donc cette science qui essaye de comprendre l'apparition de la vie et d'essayer d'orienter la recherche de la vie ailleurs s'appelle l'exobiologie, ou alors astrobiologie. Les anglo-saxons utilisent plutôt astrobiologie avec un Y. Et donc la définition de l'exobiologie, celle de la Société française d'exobiologie, c'est l'étude de la vie dans l'univers, donc ça c'est très générique, mais plus précisément les conditions et les processus qui ont permis l'émergence du vivant sur notre planète. Donc ça peut sembler paradoxal, mais on se regarde le nombril et essayer d'extrapoler ces conditions à d'autres environnements. Et de manière générale, c'est l'étude de l'évolution de la matière organique. Et donc c'est pour ça qu'un chimiste comme moi va trouver sa place dans une partie de la problématique, puisque l'idée c'est d'essayer de reconstruire le film entre ce qui s'est passé avant l'apparition de la vie, qui s'appuie surtout sur de la chimie, et la transition entre la chimie et la biologie, et puis l'évolution jusqu'à la diversification du vivant tel qu'on le connaît, et se dire pourquoi est-ce que ça s'est passé sur Terre ? Dans quelles conditions on peut imaginer que ça s'est produit sur Terre ? Et c'est très compliqué parce que la Terre, elle a fondamentalement changé entre le moment où la vie est apparue et puis maintenant. Et est-ce qu'il y a d'autres objets dans le système solaire ou d'autres objets ailleurs autour d'autres étoiles où ça pourrait se produire ? Alors, j'en profite pour faire de la pub. Si vous êtes frustré parce que forcément je ne pourrais pas dire tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet, avec certains collègues, on a mis en place un site qui s'appelle astrobioeducation.org où justement on aborde plein de petites questions que je n'aurais pas le temps d'aborder. Et ce sont des petits films qui font une dizaine de minutes par des collègues spécialistes de chaque question, où vous verrez qu'il y a des réponses qui sont apportées par des biologistes, des réponses qui sont apportées par des chimistes, des réponses qui sont apportées par des géologues, des réponses qui sont abordées par des astrophysiciens. Et donc, comme je le dis de manière un peu caricaturale, schématique, mais bon, l'exobiologie existe, mais les exobiologistes n'existent pas. Alors les extraterrestres, je ne sais pas, mais en tout cas, les exobiologistes n'existent pas parce qu'un exobiologiste, il devrait être super balèze en géologie, en biologie, en chimie, en planétologie, en astrophysique. Comment est-ce que... Non, ce n'est pas possible. On pourrait être... on resterait à un niveau extrêmement basique. Et donc l'exobiologie, c'est plutôt la rencontre de spécialistes de ces différents domaines qui vont justement essayer de comprendre ce qu'était la Terre au moment de l'apparition de la vie, et comment rechercher la vie ailleurs. Voilà. Alors, je parle de la vie terrestre, de la vie extraterrestre. Qu'est-ce que c'est ? Alors,
pourrais vous en parler 1 heure et j'ai des collègues qui pourraient vous en parler des semaines. Donc, je vais faire très bref. Il n'y a pas de bonne définition, mais une des définitions que moi j'aime bien, c'est que la vie, c'est une structure qui a la capacité de produire des copies d'elle-même sans perdre de l'information. Et le paramètre fondamental est que parfois cette structure se trompe dans sa réplication. C'est une analogie avec les mutations, ce qui lui permet une évolution de type darwinienne. En fait, quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui se réplique et qui évolue. Un peu comme ce qui est figuré sur ce schéma. Vous avez ici un petit robot à un bras qui est dans un environnement donné avec différentes pièces. Et le robot, il est capable de prendre les bonnes pièces pour créer des copies de lui-même. Il s'auto-réplique. Et de temps en temps, il fait une erreur. Alors sans que ce soit une mauvaise ou une bonne erreur, c'est juste qu'il ne se copie pas à l'identique. Quelle est cette erreur ? Il met 2 bras au lieu d'1. Alors, on va se dire, c'est quand même plus pratique d'avoir 2 bras pour faire des copies de lui-même. Je suis d'accord avec vous. Mais ça dépend de l'environnement. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement où il y a peu de bras, soudain, voir des robots qui ont 2 bras, vous allez faire moins de robots. Et ce n'est peut-être pas un avantage évolutif. Par contre, si vous êtes dans un environnement où vous ne manquez pas de bras, à ce moment-là, avoir 2 bras, c'est mieux parce qu'effectivement, vous allez travailler plus vite, faire des copies plus efficacement et donc prendre l'ascendant sur la génération de robots à 1 bras. Donc cette notion d'évolution, c'est celle qui a été introduite par Darwin et qui régit encore l'évolution du vivant à l'heure actuelle. Elle est très liée au contexte, elle est très liée à l'environnement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise erreur. Il y a des trucs qui ne servent à rien. Il y a des erreurs qui vont être un avantage dans un certain contexte et qui pourraient être un désavantage dans un autre contexte. Et il y en a d'autres qui sont complètement neutres, qui vont donner quelque chose de différent sans être un avantage ou un désavantage. Mais c'est ça, en fait. Et alors, vous voyez, dans cette définition, je ne vous parle pas de carbone, je ne vous parle pas de cellules, je ne vous parle pas d'eau. C'est quelque chose que je trouve assez générique et moi, d'un point de vue chimique, qui me convient bien. Et vous allez trouver des versions où il faudra forcément une membrane, des versions où il y aura des notions d'énergie. Souvent, c'est très lié à la discipline de la personne qui propose la définition. Alors, c'est une très bonne question. Il y a des gens qui proposent, par exemple, les cristaux. Les cristaux, un cristal, en fait, se grossit en répliquant sa maille cristalline, en chopant des atomes, des éléments. Et parfois même, il va y avoir une espèce de défaut dans la réplication, et ce défaut va être maintenu. Et il y a alors là, par contre, ça devient de l'exobiologie hardcore. Il y a effectivement des scientifiques qui réfléchissent sur de la vie à base de cristaux. Et en allant encore plus loin, dire que les cristaux sont vivants. Ce à quoi je ne souscris pas vraiment, parce que les cristaux qu'il y avait sur la Terre il y a 4 milliards d'années, ils sont du même type que les cristaux qu'il y a sur la Terre maintenant. Alors que la vie, par contre, ça n'a rien à voir. Donc il y a vraiment un phénomène, je pense, d'irréversibilité dans l'évolution de la vie, alors que les cristaux, ça ne va pas très loin. Et il y a derrière un mot valise sur lequel je n'ai pas insisté, c'est l'information. Il faut quand même que ce qui est répliqué contient un certain degré de complexité d'information. Alors, les gens qui font de la cristallographie vont dire que c'est bien compliqué parfois les cristaux. Mais bon, l'information qui est contenue dans la vie est aussi à des ordres de grandeur, de différence que ce qu'il y a dans un cristal. Alors, l'histoire moderne de la théorie de l'apparition de la vie sur la Terre, on peut dire qu'elle commence à peu près en 1924 avec un chercheur soviétique, à l'époque c'était l'URSS, Alexander Oparin, qui, dans un livre qui s'appelle « L'origine de la vie », 2 éditions, en 24 et en 38, propose un concept qui est le concept de l'évolution chimique, et où il dit, alors tout simplement, c'est quand même beaucoup plus étayé que ce que je vais vous expliquer maintenant, mais qu'en fait l'apparition de la vie n'est rien d'autre que la conséquence naturelle de l'évolution chimique, avec les atomes qui sont produits dans les couches externes des étoiles, qui vont s'assembler, alors lui se poser la question de la vie sur la Terre, qui vont s'assembler dans l'environnement de la Terre primitive, et dans l'environnement de la Terre primitive, spontanément, la chimie
va conduire à la formation, et ce que vous avez, c'est une protéine, deux protéines, et les protéines vont conduire à l'apparition de la vie. Donc c'est une vision qui est très naïve par rapport à ce qu'on sait maintenant, mais qui est de manière un peu schématique toujours le fil conducteur de ce qu'on cherche à comprendre, c'est-à-dire comment est-ce que naturellement, à partir d'atomes et de molécules relativement simples, dans un environnement donné, on va avoir une chimie qui va être amorcée et qui va conduire potentiellement à l'apparition de la vie. Alors, Oparin c'était un cerveau brillant, mais à l'époque, il n'avait pas vraiment les bases expérimentales pour pouvoir appuyer sa proposition. Et donc, l'accent, alors jusqu'aux années 50, et puis après, avec la découverte de la structure de l'ADN, on va aller élargir, mais au début, tout était axé sur les protéines. Les protéines sont des molécules d'une complexité faramineuse, mais qui sont en fait basées sur des assemblages de petites molécules beaucoup plus simples, qu'on appelle des acides aminés. Alors, je suis chimiste, donc je vous mets des formules chimiques, comme ça m'apaise. Mais en fait, cette complexité de protéines qui est assez faramineuse, elle est construite à partir de 20 acides aminés différents. Donc vous imaginez en fait des constructions en Lego avec 20 types de pièces différentes. Et avec ces 20 types de pièces différentes, vous pouvez imaginer de construire un vaisseau de Star Wars, la Tour Eiffel, le château de Harry Potter, enfin, tout ce que vous pouvez faire avec les Lego, mais juste avec 20 pièces. Et donc, quand on s'intéresse aux origines de la vie, on se dit, tiens, comment on puisse former les acides aminés, et puis après réfléchissons à comment on peut assembler les acides aminés. À côté des protéines, les protéines, c'est ce qui permet, dans ce qu'on appelle le métabolisme, dans le fonctionnement du vivant, c'est ce qui permet de faire tourner la machine, de faire les synthèses, de faire des catalyses chimiques, c'est-à-dire de rendre possible certaines réactions qui, en l'absence de ces protéines, ne se produiraient pas, mais parce que la protéine est là, ça a marché. Et vous avez à côté de ça l'ADN, et puis une molécule dérivée qui est l'ARN, qui est la molécule qui stocke en gros le plan, l'information de quelle protéine il faut synthétiser. Alors ce sont des molécules, en plus esthétiquement, c'est les représentations qu'on a de l'ADN, c'est vraiment magnifique, cette double hélice. Alors ça c'est très joli, ça semble très compliqué, mais d'un point de vue chimique structurel, finalement c'est relativement simple parce que vous voyez ici, vous avez ces PO4 là qui sont des phosphates qui relient, qu'on retrouve un petit peu partout. Vous avez les espèces de boîtes bleues ici et là qui sont ici c'est le désoxyribose, c'est un sucre, alors pas le sucre de table, mais c'est une famille des sucres. Donc on trouve le même sucre ici partout dans l'ADN et les petites boîtes de couleurs que vous voyez ici qui sont en fait les lettres de l'alphabet génétique qu'on va retrouver. Il y en a 4 dans l'ADN. Et la molécule sœur de l'ADN, c'est l'ARN. Vous remplacez le désoxyribose par le ribose, donc il y a juste une fonction OH en plus, et vous changez juste une des lettres de l'alphabet génétique, et en gros, le tour est joué. Alors c'est très, très simpliste, mais en fait, pour construire de l'ADN, il faut 6 molécules différentes. C'est tout. Ce qui est fantastique dans la vie, c'est que l'agencement de ces 6 molécules différentes, et surtout l'agencement de ces 4 boîtes de couleurs, les unes après les autres, vont coder tout le fonctionnement du vivant. Donc d'un point de vue de chimiste, moi je vais me dire, tiens, comment est-ce que je fais du désoxyribose ou du ribose, ou comment je vais faire l'adénine, par exemple, qui est la boîte rose ici. L'un des premiers à avoir apporté des fondements expérimentaux à ces questions, c'est un chercheur américain, tout jeune, il était en thèse, donc il avait une vingtaine d'années quand il a fait cette expérience, Stanley Miller. Et Stanley Miller a cherché à simuler la chimie de la Terre primitive. Alors comment est-ce qu'on simule la Terre primitive ? Alors déjà, c'est pas grand-chose de la Terre primitive. Mais ce qu'avait imaginé Miller, c'est qu'il y avait un océan,
Donc il avait mis un ballon avec de l'eau, alors parfaitement stérile, il n'y avait pas de réactifs chimiques dans l'eau, il n'y avait pas de bactéries, il n'y avait rien de vivant là-dedans. Et cet océan était en interaction avec une atmosphère. Donc il avait rempli un ballon de gaz, ce gaz circulait dans le système, et dans ce ballon de gaz, il avait mis du méthane, c'est le gaz, le gaz si vous avez une gazinière chez vous, de l'ammoniac, NH3, de la vapeur d'eau et du dihydrogène, H2. Alors si vous mélangez ces 4 gaz, il ne se passe rien, c'est transparent, là-dedans, ils sont là-dedans, et si vous ne faites rien, ça va rester en l'état. Donc Miller a eu l'idée d'apporter de l'énergie à ce mélange. L'énergie, qu'est-ce que ça peut être sur la Terre primitive ? Ça peut être soit la lumière du soleil, alors surtout la lumière ultraviolette, mais dans les années 50, avoir des bonnes lampes UV en laboratoire, ce n'était pas évident. Donc le truc qu'a trouvé Miller et son directeur de thèse URES, c'était de faire une décharge électrique pour simuler des éclairs d'orage. Parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait de la vie pour qu'il y ait des éclairs d'orage. Et le résultat, vous allez le voir ici, c'est qu'en quelques jours, même quelques heures, une fois qu'il a lancé la décharge, vous voyez que la paroi du réacteur se couvre d'une espèce de mélasse qui est formée à partir de la chimie de ces molécules toutes simples. Et en fait, à l'époque, dans les années 50, on était persuadé que l'atmosphère de la Terre primitive était constituée de ces composants. Méthane, ammoniac, vapeur d'eau, hydrogène. Et en ajoutant de l'énergie, en fait, les molécules vont être dissociées, vont se recombiner, vont faire plein de molécules différentes, voire même des choses qui vont se solidifier, se condenser sur les parois. C'est la mélasse que vous voyez, brunâtre, et ça va dégouliner, ça va se mettre à barboter dans l'eau. Miller, au bout d'une semaine, il a fait un prélèvement, il a regardé ce qu'il avait, et il a trouvé... vous allez me dire ce qu'il a trouvé. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il a trouvé ? Je passe celle-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'a trouvé Stanley Miller, à votre avis ? Alors, si ça marche, parfois, il faut rafraîchir, parce que ça fait longtemps que je parle. Donc, si vous avez l'impression de ne plus être connecté, vous rafraîchissez votre page. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Des protéines, de la glycine, de l'ARN, de la matière organique, du caramel, ou alors il ne s'est rien passé du tout. Et il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Puis bien sûr, si vous n'avez jamais entendu parler de l'expérience de Miller, il n'y a peut-être aucune raison que vous ayez la moindre idée. Mais à votre avis, là, ce que vous voyez, cette espèce de truc brunâtre, de quoi est-ce que ça peut être composé ? Alors j'ai déjà 12 réponses, 13. Je vais valider. Allez, oh pardon. Hop, alors, voilà, alors la 50, ah oui, alors parce qu'il y a un petit effet de mise en... Alors, les protéines, non. Enfin, s'il y avait trouvé les protéines, déjà, ça aurait été un scoop. Qu'est-ce qui est le caramel, non. Il ne s'est rien passé du tout. Bah si, il s'est passé quelque chose, mais ça, vous l'avez vu. L'ARN, non. Et les bonnes réponses, c'est la glycine. Alors, pas la fleur. La glycine, c'est le plus simple des acides aminés. Et en fait, ce qui a un peu révolutionné et qui a rendu cette expérience extrêmement célèbre, c'est de se rendre compte qu'avec ce mélange tout simple, tout bête, qu'on imaginait être représentatif de l'atmosphère primitive de la Terre, on formait très facilement des acides aminés, la glycine et 3 autres que Miller a trouvés. Et bien sûr, de la matière organique. La matière organique, c'est toute la matière qui est basée sur du carbone. Donc toute la mélasse brunâtre que j'évoquais tout à l'heure, c'est de la matière à base de carbone. Il peut y avoir de la matière organique sans la vie. Il faut, a priori, pour que nous on existe, il faut d'abord de la matière organique et la vie apparaît à partir de là. Mais vous avez partout dans l'univers de la matière bâtie sur le carbone. Il y a de la matière organique partout. Alors, donc effectivement, Miller a mis en évidence des acides aminés
Et ça a rendu, à l'époque, les gens très optimistes, parce que comme on ne connaissait pas encore, c'est 53, en plus c'est la même année, le papier, la publication de la structure de l'ADN. Donc à l'époque, tout le monde était très omnubilé par les protéines. Donc on s'est dit, ça y est, c'est bingo, on a les acides aminés aussi simplement. Après, il suffit juste de les enfiler comme des perles sur un collier, et on a les protéines, et le tour est joué, on a la vie. Alors, malheureusement, ce n'est pas aussi simple, pour 2 raisons. La première chose, c'est que ça dépend de ce qu'on met au début. Et donc, Miller a eu raison. J'aurais été son directeur de thèse, j'aurais dit, vas-y, mets CH4, NH3, H2O, H2, parce qu'à l'époque, on pensait que c'était ça. Maintenant, c'est trop long, ça serait trop long de développer, mais on pense plutôt que l'atmosphère primitive de la Terre était dominée par du dioxyde de carbone, le CO2, et du diazote, N2. Et si vous refaites l'expérience de Miller avec ces deux gaz, il ne se passe quasiment rien. Donc déjà, la chimie sur la Terre primitive était peut-être moins facile à lancer qu'on ne l'avait imaginé. Et en plus, une fois qu'on a les acides aminés, justement, on est toujours près de 70 ans après, on est toujours à essayer de trouver les meilleurs mécanismes pour les associer pour former les protéines. Donc on n'a pas encore répondu à toutes les questions. Mais l'idée générale, c'est effectivement de se placer dans ce contexte d'évolution chimique et que, en fait, la vie, c'est quelque chose qui, dans certaines conditions, va être le résultat de l'évolution chimique, de l'évolution naturelle de la chimie. Et donc, parmi les questions qui se posent, ça va être comment ça a commencé, quelles sont les toutes premières molécules. Donc, comme on l'a vu, ça peut s'être produit dans l'atmosphère. Alors, sur la Terre, ce n'est pas forcément le plus évident, mais après... En nuançant, il y a peut-être des choses qu'on puisse produire. Il y a aussi beaucoup de choses, on se rend compte, qui peuvent se produire au fond des océans, au niveau de ce qu'on appelle des sources hydrothermales. Là, il y a des espèces de mini-volcans sous-marins. Et il y a aussi une chimie tout à fait intéressante qui peut avoir lieu là, dont je ne parlerai pas trop, pas parce que je trouve que ce n'est pas intéressant, parce que c'est moins mon domaine et je connais moins bien, mais c'est surtout très dépendant de plein d'hypothèses qu'on va faire sur... Voilà. Est-ce qu'il y avait beaucoup de volcans sous-marins sur la Terre primitive? Est-ce qu'ils fonctionnaient de la même manière que maintenant? Donc il y a beaucoup d'hypothèses. Une dernière source, ce sont des sources extraterrestres. Alors là, c'est pas de se dire il y a des bactéries qui tombent sur la Terre à partir de comètes ou de météorites, mais il y a des molécules. Et là, on ouvre un champ de recherche qui est très robuste parce qu'il y a des météorites qui tombent encore sur Terre et on peut les analyser. Et les comètes, on envoie des sondes spatiales, on peut les observer depuis la Terre et on peut les analyser. Et on sait que ces objets n'ont pas changé. La composition des météorites ou des comètes qui tombaient sur la Terre il y a plus de 4 milliards d'années est la même que celle qu'on observe maintenant. Ce sont des objets qui n'ont pas évolué depuis la formation du système solaire. Donc là, on a vraiment des choses un peu solides et robustes à se mettre sous la dent parce qu'on sait ce qui se passait et le type d'ingrédients qui tombaient. Et après, alors ce qui est un peu plus diabolique, c'est une fois qu'on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des acides aminés. Donc c'est super. Comment est-ce qu'on les associe pour former les protéines? On a du ribose, on a du désoxyribose, on sait comment former du ribose et du désoxyribose. On peut en trouver dans certaines météorites. On va trouver par exemple de l'adénine, la lettre A de l'alphabet génétique dans certaines météorites. On peut comprendre comment toutes les lettres de l'alphabet génétique peuvent être synthétisées sur la Terre primitive. Par contre, mettre l'adénine sur le ribose ou le désoxyribose et le relier avec le phosphate à un autre copain ribose ou désoxyribose avec une autre lettre de l'alphabet génétique, ça... Les chimistes s'arrachent les cheveux. Il y a beaucoup d'avancées, mais c'est un enjeu majeur de la recherche, et tant mieux. On travaille sur ces questions, et c'est ce qu'on appelle la chimie prébiotique, qui est un domaine qui est très actif depuis l'expérience de Miller, et même qui a maintenant, il y a quand même eu des percées aussi fondamentales très intéressantes ces dernières années dans ce domaine. Mais voilà, on fait de la chimie à la paillasse, et on essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Et donc, il y a ce qu'on sait faire facilement, donc les acides aminés, les sucres, les bases azotées, même des espèces de proto-membranes de cellules. Ça, c'est des choses dont on n'a pas trop de
problème à expliquer l'apport ou l'apparition sur la Terre primitive. Une illustration, c'est par exemple la glycine a été trouvée dans l'atmosphère de la comète 67P de Churyumov-Gerasimenko. On sait que cet acide aminé très simple est présent dans les comètes. Et donc, si des comètes tombent sur la Terre, elles apportent des acides aminés. Alors, c'est super intéressant. Moi, j'ai travaillé sur cette mission et sur cette détection, mais ça ne va pas révolutionner notre compréhension de l'apparition de la vie. Et d'ailleurs, si je veux faire de la chimie pour faire de la glycine, juste pour embêter ceux qui n'aiment pas la chimie, vous voyez, vous prenez des molécules très simples comme la méthylamine et le CO2, vous mettez ça sous forme de glace, par exemple dans les glaces cométaires, voire même dans des glaces qu'il y a dans le milieu interstellaire. Ça, c'est détecté, ça existe. Ça va réagir spontanément pour former un sel, et vous envoyez de la lumière ultraviolette, et vous allez avoir le méthylammonium glycinate, qui est en fait la glycine. Donc voilà, vous pouvez entendre dire ouais, c'est super, il y a de la glycine. Oui, c'est super, il y a de la glycine. On apprend plein de choses, rien que le fait qu'il y ait de la glycine, mais par contre, vous êtes loin du compte en ce qui concerne l'apparition de la vie. Et ce qui est plus sorcier, c'est comme je le disais, associer les acides aminés, associer les sucres, les bases azotées pour faire des choses comme de l'ADN. Et là, on y travaille. Et il y a des choses très intéressantes qui se font. Et donc, l'idée de ce que je trouve assez même fascinant, c'est que même quand on se pose la question de l'apparition de la vie sur la Terre, on part dans l'espace. En tout cas, on est nourri dans notre réflexion et même dans l'apport d'ingrédients par une chimie qui peut être initiée dans l'espace et qu'on peut simuler en laboratoire et même qu'on peut aller explorer avec des missions spatiales. Et ça a été le cas donc dans les années à la fin, à partir entre 2014 et 2016, vous avez eu cette fabuleuse mission Rosetta, qui était une mission européenne, qui a été explorer une comète et qui a mis en évidence. Alors ça, c'est une infographie pour faire de la médiation scientifique, pour faire un peu engager le public autour de ça. Donc les molécules chimiques sont regroupées sous forme, alors pas du tout de famille chimique, c'est celles qui sentent mauvais, celles qui sont des poisons, les petites, les grosses. Puis vous avez le roi des animaux, là, qui est la glycine, justement, pour cet aspect un peu symbolique que représente la glycine en chimie prébiotique. Bon, alors ça, c'est ce qui est communiqué. Nous, les chimistes, on travaille plutôt avec ce genre de tableau un peu plus sobre et peut-être rébarbatif, mais on a beaucoup plus d'informations là-dedans que là-dedans. Et alors tout ça, c'est la phase gazeuse. Et dans la phase solide, alors il y a des gens qui se disaient il y a peut-être des protéines, des trucs comme ça qui s'approchent à la vie. Alors non, dans la phase solide des comètes, on trouve beaucoup de carbone, mais on trouve un espèce de conglomérat extrêmement complexe de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, qui ressemble plus à ça qu'à une protéine ou une molécule d'ADN. Mais c'est sous cette forme-là que majoritairement le carbone arrive sur Terre via les comètes, ou aussi via les météorites. Là, les météorites, il y en a environ 10 tonnes qui tombent sur Terre tous les ans. Il y a 10 000 tonnes de micrométéorites. Donc, il y a beaucoup de collections de météorites dans les muséums, dans les laboratoires. Et dans certaines de ces météorites, on trouve du carbone, on trouve des molécules organiques. Et il y a les analyses avec les techniques les plus récentes et les plus modernes montrent qu'il y a des centaines de milliers de molécules différentes qui sont présentes dans certaines de ces météorites, dont des acides aminés. Donc la chimie qui peut être initiée dans l'espace est assez spectaculaire. Et ce qui peut être intéressant aussi de se dire, c'est que si ça tombe sur la Terre, c'est tombé aussi sur Mars. Et donc c'est distribué sur tout le système solaire. Mais ce n'est pas de la vie. Et on pense que tout ce qui peut se former alors au fond des océans, dans l'atmosphère, ou ce qui peut tomber du ciel par des comètes et des météorites, on a besoin d'un médiateur chimique qui sera le solvant, l'eau liquide. Et sans l'eau à l'état liquide, on pense qu'on ne va pas atteindre des niveaux de complexification chimique suffisantes pour que la vie puisse apparaître. Donc, je vous ai beaucoup parlé de la Terre, alors qu'on vous a vendu la conférence au sujet des extraterrestres. Donc, on va
sortir le nez et alors on va pas faire tout le tour du système solaire. Et je vais vous poser à nouveau une petite question. Voilà. Quelles sont les propositions, à votre avis, qui sont correctes ? S'il y a de l'eau, alors il y a de la vie. S'il y a de la matière organique, alors il y a de la vie. S'il y a de l'énergie, alors il y a de la vie. S'il y a les trois combinés, alors il y a de la vie. Ou aucune des propositions n'est correcte. Je vous laisse réfléchir encore quelques secondes. Voilà, ça plafonne à 10 réponses. On va regarder. Alors, qu'est-ce que vous avez ? C'est marrant, ça se distribue sur les deux dernières, donc les trois combinés, et aucune des propositions n'est correcte. Alors, quelle est la bonne réponse ? Alors, est-ce que je connais la bonne réponse déjà ? Les trois combinés, c'est quelque chose en tout cas qui est mis en avant très souvent. Là, par exemple, vous avez le site d'une mission spatiale qui s'appelle Europa Clipper. Et Europa, je vais vous en parler, c'est un satellite de Jupiter qui intéresse beaucoup de monde. Et on communique autour de l'exploration de ce satellite, Europe, parce qu'il disposerait des ingrédients de la vie. Et c'est ce qui est écrit, un texto, Europe pourrait avoir les ingrédients nécessaires à la vie, l'eau, la chimie, sous-entendu la matière organique, et l'énergie. Alors, effectivement, pour que la vie apparaisse, vous allez très souvent entendre cette combinaison. Il faut de l'eau liquide, de la matière organique et de l'énergie. Mais la réponse, on ne la connaît pas. C'est une hypothèse de travail. Et en fait, d'une certaine manière, ce n'est pas un théorème. Un théorème, c'est quelque chose qui est démontré. C'est plutôt quelque chose qui s'apparente, dans le jargon scientifique, à un axiome ou à un postulat. C'est quelque chose qu'on pose qui semble pas trop débile, pas trop idiot, et on va commencer à travailler à partir de là. Sinon, on travaille sur rien. Mais il faut vraiment garder à l'idée que justement, on pense il faut ça pour qu'il y ait la vie. On ne sait pas si c'est suffisant, si c'est nécessaire, et on cherche justement à montrer si c'est le cas ou pas. Donc, c'est un fil conducteur. On va regarder dans le système solaire s'il y a des endroits, d'autres planètes, où on va avoir la combinaison de matière organique, d'eau à l'état liquide et d'énergie. Et donc, où est-ce on va trouver ça dans le système solaire ? Premier exemple, et je vais l'illustrer par un petit extrait. Mars, la planète rouge, froide, aride, non propice à la vie. Et pourtant, il y a des milliards et des milliards d'années, Mars ressemblait à cela. Il y avait des lacs, des fleuves, des océans. Les conditions étaient réunies pour qu'une forme de vie apparaisse. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi la vie n'a-t-elle pas pu se développer ? Où donc est passé l'eau ? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Ça fait mal au cœur, hein, vous voyez, la seule trace de vie qu'on a disparue, envolée. Alors j'aime beaucoup cet extrait parce que ça mélange de manière très intelligente des choses, effectivement, qui relèvent vraiment de la problématique de ce qu'on connaît de Mars. Et après, il y a des... c'est pour le film, hein, vous avez reconnu, c'est Ice Age, je crois que c'est le numéro 4. Et donc, voilà, Mars, à l'heure actuelle, c'est une planète aride, froide, avec une atmosphère extrêmement ténue. Là, autour de nous, il y a 1000 millibars de pression.
sur Mars, il y a 6 millibars de pression, donc c'est même pas 1%, c'est 6 pour 1000 de pression atmosphérique, et des températures alors qui sont très variables. Alors ça peut être très froid, 120, mais pourriez-vous dire, là, 20 degrés, je pourrais aller sur Mars, ça serait pas désagréable, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui, sauf que 20 degrés avec 6 millibars de pression, vous ne ferez pas long feu, et même avec 6 millibars de pression, vous ne pouvez pas avoir d'eau liquide, même à 20 degrés. Si la pression est trop faible, l'eau ne peut pas exister à l'état liquide. Et donc sur Mars, à l'heure actuelle, il ne peut pas avoir de l'eau liquide. Par contre, comme c'est indiqué dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a sur la surface de Mars des traces. Alors des traces visuelles, comme vous voyez ici, là on a l'impression de voir un fleuve asséché. En tout cas, les géologues vous diront ici, il y a quelque chose qui a coulé. On ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui a coulé. Après, en faisant des raisonnements, on va se dire, ça peut être, il y a quand même des chances que ce soit de l'eau. Oui, mais c'est pas possible qu'il y ait de l'eau avec 6 millibars. Donc, l'exploration martienne a continué et on a montré que géologiquement, en plus de ces traces, il y a des roches qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau liquide. Ça veut dire que dans le passé, effectivement, puisque ces roches sont là et qu'on ne les y a pas apportées, ces roches sont là, donc il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Et une fois qu'on a de l'eau liquide, de toute façon, on va se dire, pour la matière organique, il suffit qu'il y ait des comètes, des météorites qui tombent, on va avoir de la matière organique, et l'énergie, il y a le soleil qui peut apporter de l'énergie. Donc on a des 3 ingrédients de base qu'on considère pour cet axiome comme les fondamentaux pour que la vie puisse apparaître. Donc c'est pour ça que Mars génère autant d'espoir, autant de curiosité. Et Mars, alors c'est pas un vaisseau spatial qui est rentré en collision violemment et qui a chassé toute l'atmosphère, mais c'est le fait que Mars est beaucoup plus petite, a perdu son champ magnétique, est plus petite que la Terre, a perdu son champ magnétique et son atmosphère a été progressivement soufflée par le vent solaire. Mais il est absolument certain que la pression atmosphérique à la surface de Mars, il y a plusieurs milliards d'années, était comparable, voire supérieure à celle qu'on a sur la Terre à l'heure actuelle. Et donc on envoie des robots qui vont justement mesurer la composition des roches. Ça, c'est une vraie photo d'un robot américain qui s'appelle Curiosity, qui a un petit laboratoire d'analyse chimique et dont l'un des instruments est français, en partenariat bien sûr avec les Américains, mais le chromatographe en phase gazeuse, l'instrument d'analyse chimique qui est à l'intérieur de ce robot, a été construit en partie à Créteil, à l'UPEC, avec un autre laboratoire français qui est à Guyancourt. Et donc on commence à détecter de la matière organique. Donc ça veut dire que maintenant on a des roches, on sait qu'il y a de l'eau liquide, on sait qu'il y a de la matière organique sur Mars. Et donc jusqu'où a été la chimie? Parce que pour l'instant, ce qu'on détecte, c'est loin d'être des molécules qui pourraient signer la présence de vie. Et donc il y a en ce moment un autre robot américain qui prépare l'idée de ramener des échantillons sur la Terre. Parce qu'on se dit, sur place, c'est quand même limité toutes les analyses qu'on peut faire, alors que si on ramène un échantillon sur la Terre, là, on aura toute la panoplie instrumentale qu'on peut avoir en laboratoire. Et on a aussi... alors, ça ne creuse pas très profond, ça creuse à une dizaine de centimètres. Et donc, on a ce robot européen ExoMars qui s'appelle Rosalind Franklin, qui devait partir cette année. Alors, j'ai mis XX... pourquoi ? Parce qu'il devait partir de Baïkonour sur une fusée russe avec un atterrisseur russe. Et là, vous imaginez bien que c'est pas possible. Donc, pour l'instant, il est en Italie. Heureusement, il n'était pas encore parti à Baïkonour, mais c'était à quelques semaines près. Hein. Et donc, c'est européen. Et vous avez à nouveau des instruments français dont le cœur du système, le chromatographe en phase gazeuse, a été... il y a quelques semaines, il était à peine à quelques centaines de mètres d'ici, dans un des laboratoires de l'UPEC. Et la valeur ajoutée de ce robot, c'est de pouvoir creuser jusqu'à 2 mètres. En sachant qu'à 2 mètres, on a l'espoir d'avoir des échantillons qui auront été plus préservés et plus représentatifs du passé martien. Alors, je
poser encore une dernière petite question. À votre avis, parce qu'on parle d'eau, parmi ces objets du système solaire, quel est celui qui contient le plus d'eau ? Vénus, la Terre, Mars, Europe, Ganymède ou Pluton ? Qu'en pensez-vous ? De l'eau sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être de la glace. Pour moi, la glace d'eau, c'est de l'eau. La vapeur d'eau, c'est de l'eau. Et ça aussi, bien sûr. Alors, est-ce que j'ai encore une ou deux réponses ? Non. On va regarder ce que vous avez répondu. Alors, 46% vous avez répondu la Terre, 46% vous avez répondu Europe, et les 8% restants, vous avez raison, parce que c'est Ganymède. Alors, pourquoi Ganymède ? Alors, la Terre, il y a de l'eau, bien sûr. Sauf que dans l'extérieur du système solaire, vous avez des objets qui sont constitués quasiment intégralement d'eau. Ce sont ce qu'on appelle les gros satellites, les satellites glacés des planètes géantes. Alors Europe, c'est un petit satellite parmi ceux-là, mais sur Europe, il y a plus d'eau que sur Terre. Là, vous voyez les boules que vous voyez, c'est si on prenait toute l'eau du corps et qu'on le mettait sous forme d'une boule. Les estimations de quantité. Donc la Terre, en fait, il y a moins d'eau que sur Europe, alors qu'Europe est beaucoup plus petit que la Terre. Et donc le gros ici, Ganymède, c'est le plus gros satellite du système solaire. Il tourne autour de Jupiter et c'est lui qui est l'objet qui contient le plus d'eau, essentiellement sous forme de glace. Alors, je vous parle de ça parce que justement, ces satellites glacés, ils nous intéressent. Et un autre extrait de film va illustrer tout l'intérêt qu'on peut avoir. Et je vais couper à différents moments, vu l'heure, pour commenter cet extrait. Depuis très très longtemps, nous étions persuadés que Europe n'était qu'une gigantesque sphère de glace. Mais lorsqu'on a bien étudié sa surface, on a constaté qu'il pouvait y avoir de l'eau sous la couche de glace. Alors, quand à l'automne 2011, des scientifiques... Alors ça, c'est vrai. On sait que Europe, c'est une boule de glace. Et on s'est rendu compte, depuis la fin des années 90, que la manière que Europe avait tourné sur elle-même était un indicateur du fait que sous la glace, il y avait très probablement de l'eau à l'état liquide. Il suffit de faire tourner un œuf dur ou un œuf pas dur sur une table, ça ne tourne pas de la même manière. De manière très schématique, c'est un peu ça qu'on a observé. Et même, on arrive à s'expliquer du fait que sous la forte pression de la glace qui est au-dessus, la glace va fondre et on va avoir un océan liquide sous la surface d'Europe. Alors, quelques kilomètres, vous n'allez pas à la pêche aux poissons avec votre canne à la surface d'Europe. Les scientifiques ont publié une série de données qui démontraient la présence de lacs liquides sous la surface. Ça a été... Waouh! Tout le monde sait que partout où on trouve de l'eau, on peut aussi trouver la vie. Mais... Oui, tout le monde sait que partout où on peut trouver de l'eau, on peut aussi trouver de la vie. Donc ça, c'est quand même un raccourci assez fort. Mais on continue. J'aime beaucoup le film. À nouveau, c'est pas une critique. Je l'aime bien, mais il est très intéressant. L'étape suivante a été encore plus saisissante. La NASA a décelé des signes de chaleur souterraine dans une zone appelée le Connemara Chaos. Alors regardez, ça c'est superbe. Les photos, c'est une vraie image, sauf que tout est gris. Et vous voyez ici, alors ça c'est des blocs de glace. Alors on est à moins 150, presque moins 200 degrés, donc c'est de la glace qui est dure comme du béton. C'est pas la glace de votre frigo. Et en fait, si vous regardez ici, vous avez ces espèces de blocs qui ont l'air de s'être en fait détachés de cette banquise ici. Et si vous aviez le temps, si vous vouliez vous amuser, vous pourriez vous reconstruire une espèce de puzzle et mettre en relation les différentes failles et reconstruire la banquise initiale. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement,
il y a ces blocs se sont détachés de espèce de continent de départ et progressivement se déplacent sur une surface qui reste une surface de glace. On n'a pas mesuré le moindre micro-degré centigrade de différence entre au-dessus et en dessous. Mais par contre, il y a forcément une source d'énergie. Mais voilà, c'est un peu transformé pour rendre... donc il y a de l'énergie. Il y a de l'eau, il y a de l'énergie. Et c'est extrapolé de choses qui sont vraies et qui sont de toute façon passionnantes. Cela nous a conduit à envisager l'idée qu'une vie monocellulaire dans notre système solaire n'était plus simplement possible, elle devenait désormais probable. Je veux aller sur Europe et faire un trou. Dans la glace. Envoyer un submersible et observer ce qu'il y a en dessous. Observer les organismes qui viendront dire bonjour. Alors, le monsieur que vous voyez parler, c'est la deuxième fois que vous le voyez. C'est Neil Tyson deGrasse. Et en fait, le lémurien que vous avez vu dans l'extrait de L'Âge de glace qui parle, en fait, c'est la caricature de cette personne, une caricature plutôt sympathique, et c'est un grand vulgarisateur aux États-Unis. Et donc, ce que vous avez là, c'est un extrait d'une conférence, un peu comme moi, je vous fais, et puis il dit, voilà, je vais aller sur Europe et je veux creuser un trou dans la glace pour aller voir s'il y a des poissons. Donc, en fait, Europe, c'est un nouvel Eldorado de la recherche possible de vie sur la Terre, parce que là, on n'est pas sur une problématique il y a eu de l'eau liquide, comme sur Mars, mais il y a de l'eau liquide. Mais par contre, aller forer dans les glaces d'Europe alors le film s'appelle Europa Report. La bande-annonce se fait vraiment pas envie, mais si vous aimez bien la SF, je vous le conseille parce qu'il est vraiment, vraiment intéressant. Il y a plein de... Voilà. Et donc voilà, Europe, c'est cette petite boule de glace autour de Jupiter, avec cette structure où on aurait de l'eau liquide sous la glace, et avec des projets. Alors, par exemple, Europa Lander, c'est dans les phases d'études de différentes agences spatiales. Là, c'est un dessin fait par les Américains, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'on est dans la ceinture de radiation de Jupiter. Et il faut avoir un blindage monstrueux pour espérer que les instruments survivent quelques jours à la surface d'Europe. Alors les astronautes dans le film qui vont marcher à la surface d'Europe, je leur donne pas cher de chance de rentrer sur Terre s'ils allaient vraiment sur Europe. Et là, vous voyez cette espèce de panache, parce que on observe parfois des espèces de panaches de glace. Et on ne sait pas trop si ces panaches de glace sont liés à des impacts qui vont projeter de la glace de la surface ou si c'est lié à des espèces d'émissions qui viendraient de sous la surface. Et avec, alors ultime, mais là, je ne sais même pas, vous voyez, ici j'ai mis dans les années 2000, XX, là, qu'on soit capable de creuser plusieurs kilomètres et aller explorer les océans d'Europe. Il y a des études, mais qui sont on est très loin. Et vous voyez, dans cette représentation, ça dit quand même beaucoup de choses, parce que là, il ne peut pas y avoir de chimie dans l'atmosphère. Donc, vous oubliez ça, il n'y a pas d'atmosphère. S'il y a des météorites et des comètes qui y tombent, elles vont tomber sur la surface. Il faut imaginer des échanges entre la surface et les océans. Pourquoi pas, mais c'est compliqué. Alors que là, les sources hydrothermales, effectivement, ça pourrait être la source d'énergie et la source de la chimie qui initie la vie. Mais c'est très différent des conditions qu'on a pu connaître sur la Terre. Et donc, pour moi, c'est loin d'être évident qu'il y ait de la vie sur Europe, parce qu'on est quand même dans un monde, à part dire il y a de l'eau liquide, on est quand même dans des conditions qui sont très différentes. Et on a une autre boule autour de Saturne qui s'appelle Encelade. Alors, elle est beaucoup plus petite qu'Europe, mais alors là, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a un océan d'eau liquide, et en plus, là, il y a vraiment des geysers avérés. Et ces geysers, on a pu montrer que c'est vraiment de l'eau qui provient des océans. Donc on n'aurait pas besoin de creuser. Il suffirait d'aller prélever de la matière éjectée par ces geysers. Donc voilà, pour démarrer ma conclusion, parce que l'heure est bien avancée, il faut quand même garder les pieds sur terre, parce que vous avez à la fois la concomitance de visions qui sont très très optimistes.
Alors plutôt quand on est dans le mode agence spatiale, où on va convaincre du fait qu'il faut aller explorer, vous voyez, voilà, sur Europe, il y a tous les ingrédients, et puis vous allez voir des schémas, mais c'est vraiment les schémas officiels, où vous avez voilà, les poissons, les amibes, les algues, qui vont remonter sur des failles vers la surface, et donc il n'y a plus qu'à y aller. Et des publications scientifiques. Là, John Sutherland, c'est l'un des plus grands chimistes qui s'intéresse à l'origine de la vie terrestre. Pour lui, il dit il faut forcément du rayonnement ultraviolet. Donc il faut forcément la lumière de l'étoile. Pour des raisons qui sont étayées. Ce n'est pas juste des vues de l'esprit parce qu'il n'aime pas Europe. Et en fait, il dit que la vie puisse apparaître au niveau de sources hydrothermales devrait rester enterrée au fond des océans, comme les sources hydrothermales elles-mêmes. Donc il est très critique, et on est entre ces différents aspects de la recherche scientifique, où il faut avoir conscience des limites de ce qu'on dit, et surtout maintenir la rigueur de la démarche jusqu'au bout. Alors le tour du système solaire est terminé, donc juste pour conclure, on a maintenant aussi bien plus que le système solaire. On a, là j'ai regardé, là c'est assez récent, on a passé les 5000 exoplanètes qui ont été détectées autour d'autres étoiles. Ça c'est les chiffres d'hier que je suis allé chercher. Et ces exoplanètes sont des mondes qui sont fascinants, mais on ne pourra pas y aller. La plus proche, elle est à 4 années-lumière. On n'est pas prêt de parcourir 4 années-lumière pour y aller et pour essayer de voir s'il y a de la vie sur les exoplanètes. Par contre, ces planètes, on peut les observer, parce qu'il y a la lumière de ces planètes qui, elles, voyagent vers nous à la vitesse de la lumière. Donc, on a des données, on a une quantité prodigieuse de données, mais la difficulté, c'est qu'il faut bien faire la part entre la lumière de la planète et la lumière de l'étoile. Et la lumière de l'étoile éblouit tout. Donc, il faut mettre en place des télescopes, des techniques extrêmement sophistiquées qui vont permettre d'occulter la lumière de l'étoile et de faire ressortir la lumière de la planète. Mais ça, on commence à analyser l'atmosphère grâce à la lumière des planètes, mais plutôt des grosses planètes très chaudes. Et petit à petit, on développe des techniques qui vont permettre de caractériser l'atmosphère de petites planètes, un peu comme la Terre, avec un climat tempéré. Et donc, on ne verra pas les extraterrestres. Par contre, on va être capable d'analyser la composition de l'atmosphère. Et par exemple, si vous regardez la composition de l'atmosphère de la Terre, là on est dans le domaine infrarouge. Donc dans le domaine infrarouge, on a plein d'informations sur la chimie. Et donc sur la Terre, si vous regardiez, si imaginez vous êtes un extraterrestre autour d'une exoplanète et que vous aviez la capacité de regarder l'atmosphère de la Terre, vous pourriez voir qu'il y a de la vapeur d'eau, qu'il y a du CO2, qu'il y a de l'ozone, qu'il y a du méthane. Et cette combinaison, alors avoir juste de l'ozone, avoir juste de la vapeur d'eau, juste du méthane, juste du CO2, ça ne suffit pas. Mais c'est cette combinaison de molécules entre elles, dans certaines conditions, avec un certain type de rayonnement d'étoiles, on n'arrive pas à l'expliquer autrement que par le fait qu'il y ait de la vie sur ces planètes. Mais il faut être extrêmement prudent. Alors Mars, on ne voit rien. Enfin, on voit du CO2. Mais et sur la Terre, pendant très longtemps, on voyait aussi que le CO2, alors que la vie avait commencé à apparaître sur la Terre. Donc, ce n'est pas un absolu. Il faudra être très prudent parce que, rappelez-vous, si en 2048, il y a des scientifiques qui disent regardez, on a un spectre. Alors, on sera forcément en limite de détection parce que ça sera les premières fois qu'on fera ça. Et donc, on aura tous envie de trouver des trucs super intéressants. Et donc, si on a des scientifiques qui disent « Ah, regardez là !» c'est peut-être de la fausse fine, allez au hasard. Ils feront un communiqué de presse, il y aura un emballement, ils publieront des livres, et on ne sera pas plus avancé. Donc, il faut être patient. On est vraiment dans une période qui va être passionnante. On va apprendre plein de choses, que ce soit sur Mars, si on attend quelques dizaines d'années, les satellites des planètes géantes. Même d'ici 10-20 ans, on aura des télescopes qui vont nous permettre d'avoir des dizaines, des vingtaines, et puis des centaines, des milliers de compositions d'atmosphères d'exoplanètes, et on aura forcément des trucs bizarres.
Et est-ce qu'un truc bizarre, ça veut dire qu'il y a la vie ? Ça sera là toute la délicatesse du propos. Donc je ne vais pas vous lire toutes mes conclusions parce que je veux garder un peu de temps pour répondre à vos questions. Mais voilà, peut-être juste insister sur la dernière. On doit garder les pieds sur Terre, même si on est sur Mars, dans les océans d'Europe et d'Encelade ou dans les spectres d'exoplanètes. Et il faut garder la tête froide. Il y a tout un champ de science fascinant et passionnant qui est à notre portée et qu'on continue à explorer maintenant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.